Mesdames et Messieurs les députés, chers invités d'honneur, chers amis du LCGB, chers amis de toutes les associations et organisations, amis, chers collègues, chers délégués au Congrès, chers amis, je suis heureux de pouvoir vous accueillir tout d'abord ce matin. Les invités d'honneur en premier lieu, c'est très bien de vous avoir. Vous reconnaissez l'importance du congrès OGBL, de ce moment important. Samedi matin, il fait beau dehors. Venir quand même chez nous, ça veut dire quelque chose et je vous en remercie. Merci pour votre présence. Puis, au délégué du congrès de l'OGBL, c'est un petit peu un insider joke, une petite blague interne. Vous savez que je dis déjà merci une demi-heure avant, mais non. Là, je le fais tout de suite. Grand merci à vous tous et toutes, à chacun et chacune individuellement. C'est un très grand moment, un renforcement des rangs au sein de l'OGBL. Je vous dis merci pour tout. Merci de votre confiance. Merci de m'avoir réélu pour une nouvelle mandature de 5 années en tant que présidente. Merci de représenter l'OGBL d'aujourd'hui. Merci de pouvoir montrer cet engagement. Il y a 5 ans, vous le savez, chers collègues et mesdames et messieurs, eh bien, j'ai été élu la première fois présidente et très honnêtement, ça fait 100 ans dans le ressenti, un tout nouveau monde à découvrir. On a tellement vécu de choses. Mais bon, d'un autre côté, c'est comme si c'était hier. On a vécu beaucoup de choses ensemble. On a eu des hauts et des bas. On a mené des luttes et on a gagné, on s'est battu, on a fait la grève, on a manifesté, on a dialogué. Mais avant tout, chers collègues, avant tout, tous les jours, on a représenté les intérêts des personnes qui travaillent à Luxembourg, qui ont leur pension au Luxembourg. On a amélioré la situation et ça, c'est le plus grand plus qu'on a pu apporter. Et merci de votre engagement et de votre soutien. Tout cela, ils sont parvenus ensemble. Nous avons créé l'OGBL d'aujourd'hui ensemble durant ces années, je l'ai déjà dit, et on a donné une nouvelle signature aussi. L'OGBL, il s'est un petit peu rajeuni, il est devenu plus moderne, plus cool, peut-être un peu plus féminin, mais quand même avec toujours le même engagement, les mêmes valeurs ont été représentées, mener la lutte quand il le faut, et ensemble, nous pouvons en être fiers. Et mon plus grand merci, c'est à l'attention de vous, votre engagement syndical, car la confiance dont vous avez fait preuve hier pour m'accorder encore 5 années, c'est que les 5 années précédentes, on a fait du beau boulot ensemble. Je l'ai déjà vu souvent, mais je ne le dis pas assez souvent, l'OGBL, ce n'est pas sa présidente, l'OGBL, ce n'est pas non plus sa direction, l'OGBL, c'est militants et militantes, c'est délégué du personnel de tous les secteurs, plus de 77 000 membres, hommes, femmes, de tous les secteurs, de tous les métiers, de différentes nationalités qui habitent au Luxembourg ou dans les régions frontalières, jeunes ou moins jeunes. Tous ensemble, nous sommes l'OGBL. Chers collègues, un grand merci pour cela. Et ne l'oublions pas, je dois le dire en ce lieu, permettez-le-moi, le staff permanent de l'OGBL. Je l'ai déjà dit hier, vous êtes pour moi comme une deuxième famille depuis le temps. Et je vous dis merci de ne jamais abandonner. Souvent, ce n'est pas un métier simple. Nous le savons. Un grand merci à tous et toutes pour votre engagement quotidien, votre patience, votre endurance. Et c'est vraiment très dur par moments. Ce n'est jamais parfait et on souhaiterait avoir plus de temps, plus de moyens, plus de gens. Mais nous faisons ce que nous pouvons, le meilleur job possible avec les moyens de bord. Et c'est pour ça que c'est le métier le plus beau. Vous vous levez tous les matins et vous vous engagez pour améliorer le sort des gens. Mais nous sommes ensemble du bon côté des choses. Et donc un grand merci, une gratitude éternelle pour votre engagement, chers collègues de l'OGBL. Le succès de l'OGBL, c'est toujours un succès du collectif, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours le cas aussi. Et ces 5 dernières années,
ont été épuisantes, pas faciles. Vous savez, il y a eu le rapport d'activité, on l'a eu hier, c'était des années fatigantes. Nous avons dû gérer des défis inconnus, prendre des décisions dans une période inconnue, Covid. Après, il y a eu la guerre en Europe. Il y a eu la lutte liée à l'index, la crise énergétique qui a résulté de la crise de nombreuses tripartites encore et encore. Nous avons pu assurer nos responsabilités du moment. Il y a eu des moments marqués par beaucoup d'incertitudes, des décisions difficiles ont été prises. Cela s'est confirmé lors des dernières élections sociales. L'OGVL en est ressorti plus forte aux entreprises, aux chambres des salariés. Nous avons pu défendre notre majorité, même l'étendre avec 37 sièges sur 60. C'est sympa, c'est une confirmation de notre travail, mais cela implique également une grande responsabilité. Et chers collègues, nous en sommes également conscients. Chers collègues, le congrès a lieu tous les 5 ans et Pete l'a déjà dit ce matin, c'est le moment de préparer l'avenir, de se parer aux défis. Comment se présentera l'OGBL de demain? Quelle est notre programmatique, aussi programme politique? Et nos secrétaires centraux ont été hier, une nouvelle direction, un nouvel exécutif, une nouvelle commission de surveillance, comme nous venons d'entendre, notre exécutif national, nouveau vice-président, notre ancienne présidente et nouveau vice-président. Nous sommes une équipe solide, nous sommes prêts à affronter l'avenir ensemble avec tout le monde de l'OGBL. Mais je dois dire que l'avenir ne sera pas facile. Ce congrès s'inscrit dans une période aussi incertaine qu'elle ne l'a jamais été depuis des décennies au moins. La situation internationale et géopolitique actuelle est inquiétante. En regardant les nouvelles tous les jours, c'est de plus en plus grave. Sophie Binet a dit hier qu'on a l'impression de vivre dans une dystopie. Et aussi au niveau national, nous sommes bien sûr confrontés à un changement de cap politique radical. Un vent froid souffle sur les droits et les acquis des personnes qui doivent travailler pour gagner leur salaire, des attaques contre nos salaires, nos conventions collectives, nos retraites, un gouvernement qui veut appliquer un à un ce que dicte le patronat. Une période difficile pour les années à venir. Au niveau européen, nous assistons à un glissement vers la droite, comme cela s'est produit pour la dernière fois dans les années 1930. Les guerres font rage chaque jour dans le monde. Des guerres commerciales internationales pointent à l'horizon et aux États-Unis. Bon, on a déjà parlé pas mal hier. Deux géants dangereux, ou plus encore, sont au sommet. La folie des grandeurs. Chers collègues, le monde est confronté à autant de défis qu'il n'en a jamais eu depuis longtemps. Les temps ne sont pas faciles, pas non plus pour nous en tant que syndicats. Mais les syndicats sont de plus en plus nécessaires, du coup, et doivent être plus que jamais à la hauteur. Plus que jamais, vraiment. Mais nous devons nous adapter, repenser les choses, fixer les priorités. Nous devons travailler ensemble de plus en plus. Nous devons aussi nous moderniser. Et être au sommet, c'est aussi emprunter des chemins qui auraient été impensables il n'y a pas tellement longtemps, donc des voies complètement nouvelles, comme par exemple notre collaboration avec le LCGB. Car suite à une campagne commune plutôt prudente que nous avons démarrée, nous sommes aujourd'hui unis sur notre front syndical et sommes ensemble plus forts que jamais auparavant. C'est une surprise pour beaucoup, et oui, peut-être aussi pour nous. C'est nouveau et c'est inattendu et bon, il faut un peu se surpasser des deux côtés. Il y en a encore en mars 2024 lors des élections sociales. Nous étions les principaux concurrents. Aujourd'hui, nous sommes amis et je peux vous dire que j'en suis simplement reconnaissante car, chers collègues, c'est la seule bonne chose que nous puissions faire en ces temps. Merci. À une époque où nous sommes attaqués plus violemment que jamais par la politique et par les employeurs, c'est une absolue nécessité, voire une responsabilité de ne pas nous diviser, mais d'entrer dans ce jeu ensemble. Permettez-moi aussi un remerciement personnel à Patrick Doré, le président national du LCGB, et de Franz Lommel, le secrétaire général du LCGB,
J'ai pu assister à votre congrès, vous assistez au nôtre. Ça, c'est déjà une très belle chose, mais surtout, merci, chers collègues, de votre confiance. Merci vraiment pour les efforts toujours honnêtes pour rassembler nos forces. De nouveaux temps, de nouvelles façons de s'y prendre. Nous nous adaptons, nous modernisons, nous en sommes fiers. C'est le seul vrai choix. Il n'y a pas d'autre choix que le Front syndical. J'en suis convaincu, nous en sommes convaincus. Et en ce sens, nous adopterons encore ce matin une résolution de jour sans vouloir faire la pression. Elle a déjà été acceptée à l'unanimité au congrès du LCGB en février. Donc là, il y a déjà de l'avance. Et le Front syndical est ce qui effraie nos adversaires du patronat et de la politique. Et nous le voyons tous les jours, tous les deux ont peur de cela. Et c'est précisément ce qui montre que c'est la seule bonne voie dans l'intérêt de tous les travailleurs ici au Luxembourg, dans l'intérêt de leurs familles, des retraités, de notre patrimoine, de nos accueils, de notre avenir aussi. Nous ne nous laisserons plus diviser, c'est sûr. Chers collègues, le Front syndical est d'autant plus important si l'on considère ce qui se passe dans le monde. Nous devons également être unis pour la paix. La guerre est de retour en Europe, des centaines de milliers de morts, des millions de personnes sont directement touchées et vivent depuis des années dans la peur pour leur vie et dans des conditions impensables. Les familles sont déchirées et comme dans toute guerre, ce sont toujours les travailleurs qui portent le plus lourd fardeau, que ce soit sur le front, qu'il soit au niveau des conséquences économiques ou des inégalités sociales exacerbées par les guerres. C'est pourquoi la question de la guerre est toujours aussi une question syndicale. C'est inévitable. Mais si l'on parle désormais de défense, de réarmement, d'une Europe défensive, si d'énormes budgets de défense sont votés de tous côtés, alors nous devons noter ce qui suit. Nous sommes toujours pour la paix, toujours pour la diplomatie, pour la force des organisations internationales comme l'ONU et contre la guerre. Et bien entendu, nous sommes également favorables à une Europe souveraine, forte et démocratique. Et dans la situation géopolitique actuelle, caractérisée par une incertitude croissante, une multipolarité et des partenaires d'alliance peu fiables, l'Europe ne peut pas rester là sans défense. Et nous continuons également de soutenir l'Ukraine dans sa défense contre une guerre d'agression contraire au droit international. Et bien sûr, à cause de la terrible guerre aux portes de l'Europe qui dure depuis plus de 3 ans maintenant, mais aussi à cause des actions de Trump et compagnie, il y a des craintes et des débats sur la capacité de défense de l'Europe. Si maintenant le budget de l'armement devait plus que doubler d'aujourd'hui à demain, et si les actions des compagnies d'assurance ou d'armement privées franchissent soudainement le plafond, et si la nouvelle politique de relance devait désormais compenser l'échec d'une politique industrielle européenne, et si tout d'un coup les dettes pour les dépenses militaires pouvaient à nouveau être contractées à grande échelle, là où nous avons dit depuis des décennies que les dettes pour des investissements dans les infrastructures et dans l'État-providence des investissements dans le logement des écoles et dans la protection de l'environnement signifieraient notre ruine, que ce serait la fin. Alors, quelque chose ne va pas. Et alors, nous sommes alertés et effrayés. On parle de la capacité d'aller à la guerre aujourd'hui au lieu de la capacité de se défendre, car nous savons quelle est la différence. Nous savons où cela mènera à court ou à long terme, à savoir à la désintégration sociale pour le réarmement. Et les partis au pouvoir au Luxembourg affirment aujourd'hui que les coupes sociales constitueraient la ligne rouge en matière de défense. Nous le leur rappelons, car c'est le plus important. Nous ne tolérerons pas qu'un seul euro soit retiré aux travailleurs et leurs familles pour enrichir les entreprises d'armement privées. C'est pourquoi nous disons aussi une Europe souveraine, forte, et c'est aussi une Europe qui agit dans le dialogue social, a aussi une forte industrie, car sans industrie dans les pays européens,
Nous dépendons toujours du grand capital étranger. Sans une industrie forte, on ne peut même pas penser à la défense. Nous l'avons vu hier, à quel point la politique industrielle européenne est affaiblie. Et une Europe souveraine et forte, c'est aussi une Europe qui a un dialogue fort avec des syndicats forts, qui agit dans l'intérêt du grand public, qui renforce le pouvoir d'achat de ses citoyens, qui ne mise pas sur l'autorité. Mais nous n'allons pas accepter la nouvelle ferveur pour réarmer, parce qu'on peut voir jusqu'où ça peut aller. Qui sont les victimes, les travailleurs, les retraités et leurs familles. Et pour nous, chers amis, c'est toujours notre ligne rouge, toujours et partout. Chers collègues, la vision d'une Europe progressiste où nous pouvons tous vivre en paix et en prospérité est en contradiction directe avec l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. La liste des pays de l'Union européenne ou des pays d'extrême droite sont au pouvoir ne cesse de s'allonger. Et c'est effrayant. Une telle crise politique en Europe n'a plus existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc depuis 80 ans. Et les perspectives pour l'avenir ne laissent malheureusement aucun optimisme. Nous pourrions être optimistes si, en Europe, une politique était menée qui, enfin, éliminerait le terreau du populisme d'extrême droite. Le populisme d'extrême droite et tout ce qui l'engendre, ce n'est pas une coïncidence historique sans profonde raison. Non, la misère sociale, le manque de perspective, la peur de la descente sociale, voilà ce qui nourrit la dynamique de l'extrême droite. Et contrairement aux revendications des syndicats européens, au cours des dernières années, la dimension sociale en Europe a été négligée. Les intérêts économiques dirigent de plus en plus. Tout dépend du capital et des lobbies. Ils ont mené à un dumping social. Ils ont affaibli l'État social. Ils ont déstabilisé le système public. Ils sont délivrés à la privatisation. La même chose vaut pour les services publics, et nous y reviendrons, aussi pour la santé, l'éducation. La notion du marché social et encore plus la notion de la prospérité sociale sont sur le point de disparaître. Et les partis démocratiques ne sont pas vraiment armés contre les partis d'extrême droite. Pourtant, c'est une nécessité. Et on ne va pas réussir si on n'a pas une fondation sociale profonde. Il est question de la distribution, la richesse créée aussi à Luxembourg. Le Luxembourg distribue surtout en faveur des happy few. Et si de plus en plus grandes parties de la population sont concernées par la pauvreté, alors il y a un problème. Et je vois que malheureusement, ça me fait que c'est alarmant lorsqu'on voit ce qui se passe en Europe. Et c'est légitime de voir que les gens ont perdu la confiance dans la politique. Ce n'est pas sans raison. Mais tout cela ne change rien au fait que leur comportement lors des élections et leurs votes pour l'extrême droite sont fondamentalement faux et régressifs. Et ceux qui votent pour l'extrême droite votent pour ceux qui vont leur faire beaucoup de mal. Si un travailleur vote pour l'extrême droite, il vote contre soi-même. Nous le savons nous-mêmes, les intérêts des travailleurs, des syndicats, de nous tous, ne sont pas compatibles avec l'extrême droite. L'un exclut l'autre. Et pour cette raison, notre organisation, une organisation forte qui défend les intérêts des travailleurs et de leurs familles. Donc c'est une organisation qui
est marqué par les valeurs humanistes et pour la lutte pour l'humanisme. Nous devons donc relever ce défi et l'extrême droite doit être marquée comme ce qu'elle représente, cette antidémocratique, autoritaire, contre les droits de l'homme et les conventions internationales, xénophobes, racistes, discriminatoires contre les majorités, les femmes. Et quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis, nous voyons ce que cela veut dire, parce que là, nous voyons que les institutions politiques, les tribunaux, la science, la liberté d'expression, qui ont divisé la société. Et on voit comment une démocratie peut être remise en question et surtout avec quelle rapidité cela peut se faire. C'est effrayant et je ne dois l'expliquer à personne ici dans la salle. Si on s'attaque à des démocraties, on s'attaque aussi aux libertés syndicales. L'histoire nous a montré que dans tous les régimes autoritaires, il n'y a pas eu de syndicats. Les syndicats avaient une fonction d'alibi. Et sans formation, cela ne suffit pas, cela ne fonctionne pas. Et toutes nos formations n'apportent rien si on ne peut pas retirer sa base à l'extrémisme de droite. C'est un terreau vraiment efficace et il faut leur enlever ce terrain pour aller dans une seule direction. La crise politique du capitalisme européen ne peut être résolue que si enfin on va arrêter une croissance des inégalités sociales et si on va dans la direction contraire. Le renforcement plutôt que l'affaiblissement de l'État social, le renforcement de la sécurité sociale, de notre système sanitaire et de notre formation, notre éducation, renforcement du pouvoir d'achat, et aussi une lutte offensive contre les crises du logement et un renforcement de la protection du climat. Tout cela doit marquer notre avenir. Et en même temps, et c'est un point important, la politique doit tout faire pour les associations, les mouvements progressistes, pour les renforcer, pour se placer derrière eux, parce que ce sont eux qui vont mener la lutte ou arrêter l'extrême droite. Toutes les alliances progressistes que nous pouvons avoir aujourd'hui sont d'une énorme importance dans cette lutte contre l'extrémisme de droite. Et une des plus grandes organisations, ce sont les syndicats. Chers collègues, le mur contre l'extrême droite, c'est nous. Il appartient à la politique de nous soutenir et non pas de continuer à essayer de nous affaiblir. C'est ce qui ne doit pas se passer. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer à Luxembourg parce que les syndicats ne sont pas soutenus par les gouvernements à Luxembourg. Non, le contraire est vrai. Le gouvernement ne veut pas de syndicats, nous les dérangeons. Le gouvernement Frieden a décidé de mettre un terme ou de s'attaquer au modèle social luxembourgeois avec une dureté que nous n'avons jamais connue. Et M. Frieden et Michaud et leurs collègues du patronat, ils devraient avoir ou prendre un cours d'histoire sur l'évolution du modèle social luxembourgeois, sur le rôle joué par les syndicats au cours des dernières années pour réaliser un État social, pour maintenir aussi notre paix sociale, pour gérer toutes les crises, pour construire notre sécurité sociale, le dialogue social. C'était toujours la principale force de notre pays. Plus de 40 ans d'une valeur inestimable pour l'évolution sociale et économique. Et le GBL essaye sans doute de défendre en premier lieu les intérêts des gens à la table de négociation. Et pour cette raison, nous voulons le dialogue social plutôt que la confrontation sociale. Mais si ce n'est pas possible, alors il y aura un conflit. Et là aussi, nous sommes prêts. Nous pouvons le faire. Nous l'avons certainement déjà prouvé de manière impressionnante. Nous avons eu beaucoup de succès au cours des dernières années. Nous avons tenu nos promesses
parfois à la table de négociation, mais aussi parfois dans la rue lorsque c'était nécessaire. Et si ce gouvernement ne veut pas négocier avec nous, alors la rue sera incontournable, chers collègues. Et nous allons faire opposition. Nous le faisons avec le Front syndical en commun, l'OGBL et le LCGB. Ensemble, nous sommes aussi forts que jamais auparavant et messieurs Frieden et Michaud peuvent s'habiller chaudement parce qu'ils pensent qu'à Luxembourg, les gens n'ont pas dans leur ADN d'aller dans la rue. Mais s'ils ne changent pas de cap tout de suite et s'ils ne vont pas mener une politique différente, alors ils vont voir bientôt comment les gens vont dans la rue. Et permettez-moi, même si M. Michaud essaye de nous présenter des chiffres qui sont faux, tant lors de l'élection de la CSL que pour les délégations, ils affichent de faux chiffres pour attaquer les syndicats. Et je ne reviens pas sur ces manœuvres minables, c'est terminé. Mais si nous voulons jouer avec les chiffres, le nombre des membres de l'OGBL a augmenté au cours des 12 derniers mois de 10 000 personnes. Combien de nouveaux membres est-ce que le CSV a eu? L'OGBL a plus de 77 000 membres. Si je suis bien informé, au CSV, il y en a en tout 10 000. Chers collègues, l'OGBL respecte le modèle social luxembourgeois, mais un dialogue social avec 3 partenaires à part égale. C'était toujours le cas. C'est la force du modèle social luxembourgeois. Pour cela, nous devons renforcer ce modèle et non pas l'affaiblir. Dans les entreprises, nous avons enfin besoin de plus de droits pour les délégations, plus de droits de cogestion, plus de moyens. Et nous avons besoin d'une meilleure protection contre les licenciements des délégués. C'est catastrophique. Au cours des derniers jours, nous avons vécu des choses sur de nombreux terrains. C'est inacceptable. Par tous les moyens, on exerce de la pression sur les délégués. Nous ne l'accepterons pas. S'ils s'attaquent à un de nos délégués, ils nous attaquent tous. Et alors, nous allons montrer ce dont nous sommes capables. Et si on parle toujours du dialogue social et si on dit qu'on doit s'arranger dans les entreprises entre les patrons et les salariés, il faut éviter qu'on exerce la pression sur les entreprises, sur des gens qui ne font rien d'autre que de leur travail. L'UEL voudrait que les patrons puissent décider tout seuls avec leurs salariés qui sont dans un lien de subordination. Et ça, c'est un monde idéal pour l'UEL, un monde sans syndicats, un retour au 19e siècle. C'est ce qu'ils appellent modernisation. Une UEL qui pense qu'il faut lutter contre l'absentéisme en faisant la chasse aux malades. Chers collègues, avec l'OGBL, il n'y aura pas de détérioration de la protection des personnes malades. C'est un no-go absolu que nous n'acceptons pas. Mais le contraire est vrai. Il nous faut des améliorations, il nous faut plus de prévention, il nous faut une protection de l'emploi, de meilleures conditions de travail, il nous faut des lois qui protègent les gens devant les risques psychosociaux. Il y a de plus en plus de burn-out, les conséquences psychosociales du travail augmentent. Nous devons protéger des emplois qui ne rendent pas les gens malades, ni sur le plan corporel, ni sur le plan psychique. Nous avons aussi besoin de périodes de travail qui ne rendent pas malades. La journée du travail doit avoir un début et une fin. Il ne doit pas être exposé à l'arbitraire du patron. Nous ne pourrons pas éviter de parler d'une réduction du temps de travail avec plein salaire parce que
Le temps de travail, c'est aussi un temps de vie. Et là aussi, nous avons besoin d'un changement. Ce n'est pas acceptable qu'on exploite les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent malades. Et contrairement à ce que le gouvernement Frieden et ses amis du patronat souhaitent, les salariés ont aussi besoin d'une possibilité de prévision. Ils doivent aussi pouvoir planifier leur vie et ne doivent pas être à la merci du patron qui peut les convoquer quand il en a besoin et peut les renvoyer quand il n'en a pas besoin. Que ça leur plaise ou non au gouvernement et à leurs collègues, il reste aussi une vie à côté du travail et les gens doivent pouvoir planifier leur vie. Et le mouvement syndical, chers collègues, du point de vue historique, il veut la réduction du temps de travail et un travail humain. Et pour le patronat, depuis plus de 200 ans, il y a un autre enjeu. Le temps de travail doit être augmenté au maximum pour faire des profits avec des prolongations du temps de travail, avec toutes les formes de flexibilisation, de non-paiement de temps de travail. La guerre pour le temps de travail est aussi vieux que le capitalisme et lors de la réforme de 2017, nous avons encore réussi à repousser les revendications agressives du patronat pour une ultra-flexibilisation du patronat. Et maintenant, 8 ans plus tard, le patronat prend un nouvel élan. Ils sont décomplexés parce qu'ils ont trouvé un gouvernement qui veut remplir leurs souhaits. Les périodes de référence d'1 an, raccourcissement des pauses entre les postes, la prolongation de l'heure de travail hebdomadaire, moins de 48 heures de repos, moins de congés, plus de travail. Voilà ce que notre gouvernement a copié du catalogue de revendications de l'UEL pour le programme gouvernemental. C'est ce qu'ils appellent modernisation et c'est comparable avec des horaires de travail du dernier siècle, chers collègues. Et pourtant, c'est nous qui avons toujours voulu une économie moderne où le salarié est protégé, où il peut se développer, où il a le droit de cogestion, où il y a un cadre sain, une forme saine d'un droit du travail. Ce n'est que de cette manière qu'une économie peut se développer de manière saine. Parce que c'est nous qui créons la prospérité, c'est nous l'économie, mais le contraire se fait. Dans un secteur, ils ont déjà annoncé à 50 000 salariés que leur temps de travail sera massivement amélioré, mais il y en a beaucoup ici dans la salle d'entre vous, des gens qui travaillent dans le commerce et ce que M. Delles et M. Den veulent introduire dans le commerce, c'est tout simplement inacceptable. Tout simplement comme ça, sans qu'il y ait eu une demande, sans qu'il y ait eu une nécessité, en pleine annonce d'un conflit social et malgré nos arguments légitimes du LCGB et de l'EGBL, sans coup férir, sans penser aux milliers de salariés qui sont souvent des frontaliers, des femmes qui travaillent pour le salaire social minimum. Ils ont décidé de manière unilatérale que les magasins seront ouverts du matin 5 heures jusqu'à 10 heures du soir, les dimanches, les jours fériés, tout simplement comme ça. Et ceci au détriment des conditions de travail de milliers de personnes. C'est incompréhensible, c'est inacceptable. Et c'est un gouvernement qui dit qu'il n'est pas du côté du grand patronat, mais ici, il prouve le contraire. Chers collègues, et alors les partis du gouvernement peuvent encore aussi dire quel est leur engagement pour les droits des femmes, mais si parallèlement, ils détruisent les conditions de travail et de vie de milliers de femmes, si on les détériore d'une telle manière, si vraiment ils ignorent toutes les formes de work-life balance, alors on ne peut pas accepter qu'ils parlent des droits des femmes. Les droits des femmes ne peuvent pas être obtenus gratuitement. Qui veut une égalité
ceux qui veulent une égalité doivent aussi s'engager pour des horaires de travail réglementés. Ils doivent se battre pour des salaires corrects et ils doivent aussi penser ou parler d'une réduction du temps de travail avec plein salaire. Permettez-moi brièvement de dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à la Journée de la femme. L'OGBL a fait partie intégrante cette année-ci du 8 mars. C'était une belle manifestation qui a surtout montré que c'est un mensonge de dire que le Luxembourg n'a pas dans son ADN de ne pas manifester parce qu'il y a eu 8000 femmes dans la rue. Chers collègues, à côté des horaires de travail, quel est le deuxième élément qui est le travail essentiel des syndicats? Les salaires. Et l'OGBL s'engage depuis sa création pour une société juste. Notre lutte pour une distribution plus juste de la richesse créée commence avec une politique salariale forte et cela veut dire à Luxembourg index, salaire minimum, convention collective. Une phrase pour l'index, il ne faut pas en parler beaucoup aujourd'hui. L'index reste une ligne rouge pour l'OGBL. Au cours des 5 dernières années, nous l'avons défendu contre vent et marée. Nous avions raison, nous nous sommes imposés. Lors de la deuxième tripartite, le mécanisme de l'index a été totalement rétabli et la devise de l'OGBL reste pour les 5 années à venir, ne touchez pas à l'index. Deuxième volet, salaire social minimum. C'est très important. Il est indispensable aussi pour les collègues qui ne travaillent pas dans une entreprise sans convention collective. Nous savons tous que ceux qui ont un travail doivent pouvoir vivre grâce à leur travail. Et ça n'est pas possible avec le salaire social minimum. À Luxembourg, il est en dessous des 4 critères de l'Union européenne. Il est en dessous du budget de référence du Statec utilisé pour dire comment on peut survivre et il est encore beaucoup plus bas en dessous de la richesse créée. Et tout cela ne peut pas fonctionner. L'OGBL demande une augmentation structurelle de 10% du salaire social minimum. Nous avons besoin d'un salaire minimum plus élevé. Même l'Europe nous le dit. Mais non, M. Michaud ne comprend pas. Il n'est même pas prêt à faire quelque chose avec ses collègues du patronat pour améliorer la situation des travailleurs. À Luxembourg, il y a 15% de working poor. À la première place en Europe, c'est un triste record. En sport, c'est peut-être bon, mais ici, le dernier est le meilleur. Et le troisième élément d'une politique salariale correcte, ce sont nos conventions collectives. Et nous voilà arrivés au sujet. Il crée des salaires justes. Actuellement, nous négocions quelques centaines de conventions collectives. Une de nos principales missions, un travail important pour que les travailleurs puissent enfin participer ou profiter de la richesse créée. Et pour cette raison, nous avons besoin de plus de conventions collectives sectorielles. Et la Commission européenne a reconnu cela. Hier, l'ancien politicien européen Nicolas Schmit nous a encore une fois parlé de la raison de la directive et du sens de la directive. Le Luxembourg a l'obligation d'avoir une couverture d'au moins 80% de conventions collectives qui doivent être négociées avec les syndicats, dit la directive. Et l'approche du gouvernement est claire, faire le contraire de ce qui doit être fait. Depuis des années, nous demandons que la loi sur les conventions collectives soit adaptée parce que les entreprises se sont développées. Aujourd'hui déjà, on délimite nos capacités de négocier. Et le résultat, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui sont exclues d'une convention collective. Une personne, un travailleur sur deux, n'ont pas de convention collective et sont donc
exclus du développement de leur salaire, du droit à la formation continue, de la sécurité de l'emploi, de la cogestion, tout ce que nous défendons, tout ce que nous négocions dans les conventions collectives. Et que fait notre gouvernement? Il s'attaque à tout cela. Ils attaquent notre compétence de négocier, le droit exclusif des syndicats de négocier des conventions collectives. Cette notion de la directive européenne et en plus, ils veulent s'attaquer au contenu des conventions collectives. Chers collègues, c'est la plus grande attaque que nous avons jamais vécue. C'est une attaque frontale contre les syndicats luxembourgeois qui s'attaquent à nos droits de négocier, qui veulent parler du droit du travail. Ils s'opposent à toutes les conditions de travail des travailleurs et des salariés à Luxembourg. C'est une déclaration de guerre aux salariés et à ces syndicats représentatifs sur le plan national. C'est une attaque contre notre position. Notre message est clair, Monsieur le Premier ministre. Cessez de vous attaquer aux syndicats. Cessez avec votre plan de les affaiblir. Organisez enfin un dialogue social sérieux pour avoir plus de conventions collectives dans notre pays. Et n'oubliez pas que ceux qui veulent s'attaquer aujourd'hui aux syndicats à Luxembourg, ils ne font rien d'autre que de s'attaquer à notre démocratie. Avec nous, ce n'est pas possible. Nous allons nous défendre avec tous les moyens, jusqu'aux moyens extrêmes. Chers collègues, à côté de la politique salariale, il y a encore une autre manière pour défendre la répartition plus juste de la richesse créée. On a annoncé une grande réforme fiscale qui est une nécessité car notre système fiscal est fondamentalement injuste et défavorise surtout les travailleurs et leurs familles. Mais là aussi, il faut en discuter au préalable avec les syndicats. M. Frieden nous dit que, bon, le terme le dit, c'est une politique que nous faisons tout seuls, mais c'est un no-go et donc on ne peut pas dire d'un coup, dire ni vu ni connu, organiser une conférence de presse pour informer qu'on veut réintroduire les stock options et qu'on veut, pour les high network individuals, on veut leur faire des cadeaux fiscaux de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est fou. Une réforme fiscale doit enfin créer plus de justice et pas le contraire. C'est l'OCDE qui le dit aussi, qui n'est pourtant pas connu pour être notre grand collègue. Ils disent aussi que c'est un des systèmes fiscaux les plus injustes de tous les États membres. Et nous avons des injustices à de nombreux niveaux, nous le savons. Les personnes privées payent toujours plus d'impôts que les entreprises. Et il faut savoir que les bénéfices des entreprises sont plus élevés que les salaires. L'imposition des entreprises diminue. Et deuxièmement, les salaires sont imposés plus fortement que le revenu du capital. Et puis, troisièmement, tous les barèmes fiscaux sont relativement plus élevés que pour les revenus élevés. Quatrièmement, nos salaires sont imposés, mais pas la propriété. Et nous savons qui peut en profiter, car contrairement à ce que disent certains représentants du gouvernement, ce ne sont pas les gens qui ont le salaire social minimum, qui ont beaucoup d'actions ou beaucoup de propriété. Cinquièmement, les inégalités entre résidents et travailleurs frontaliers persistent, voire s'accentuent. Monsieur Roth, il y a du pain sur la planche, hein, si vous voulez parvenir à plus de justice fiscale, car plus honnête pour le brut, voire parfaitement des bruts ne s'appliquent actuellement qu'aux riches et aux grandes entreprises. Le GBL réclame entre autres, les syndicats doivent être associés dès le début aux discussions sur la réforme fiscale et ne pas être mis devant le fait accompli. Ensuite, nous avons besoin d'un barème d'imposition plus équitable qui soulage les revenus faibles et moyens et pèse davantage sur les revenus les plus élevés. Mais ce barème doit alors être automatiquement ajusté à l'inflation. Il y a des retards à rattraper. Les crédits d'impôt doivent aussi être régulièrement ajustés à l'inflation. Sinon, cela se conduit à des augmentations d'impôts cachés.
L'OGBL appelle à la fin de l'éternelle baisse de la fiscalité des entreprises une analyse sérieuse de ce que cela a apporté jusqu'à présent, la réintroduction de l'emploi sur la fortune des particuliers, un impôt sur la fortune progressif afin que les simples mortels ne soient pas concernés. L'introduction d'un impôt sur les successions, sur les plus gros patrimoines, ici aussi bien sûr, de telle sorte que l'épargne ne soit pas destinée aux besoins des salaires normaux. Nous sommes ceux qui ont plus doivent contribuer plus. Il faut mettre fin aux cadeaux fiscaux pour les hauts revenus. Exigeons un traitement fiscal égal pour les salaires et les plus-values sur le capital. Le gouvernement doit veiller au bout du compte à ce que les passages frontaliers, les frontaliers ne soient pas désavantagés. Chaque jour, plus de 200 000 personnes, tous les jours, quittent leur pays de travail à Luxembourg. Ils sont coincés dans les embouteillages pendant des heures pour enrichir notre pays. Ils payent les impôts au Luxembourg, la cotisation sociale et contribuent à la richesse du pays, le financement de notre État, la providence de notre sécurité sociale. Le GBL exige que l'on mette fin à la discrimination. Plus de justice, il faut aussi donner à l'État les moyens nécessaires pour réaliser les investissements d'avenir. Il est évident que ceux qui ont beaucoup doivent aussi contribuer plus à l'édifice au grand, santé, éducation, logement, environnement et aussi au niveau des pensions. Chers collègues, les défis se présentent à nous. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, le GBL ne se ferme pas au débat, pas du tout. Il est tout à fait normal et légitime que les dépenses en matière de retraite augmentent dans les années à venir, car de nombreuses personnes y prendront justement leur retraite. Et dans une première phase, on peut donc s'appuyer sur les énormes réserves qui sont vraiment là. Nous devons également pouvoir parler de sources de financement supplémentaires, mais cela ne doit en aucun cas être réalisé une nouvelle fois sur les épaules des générations futures. Grâce à la réforme des retraites de 2012, les jeunes perdront déjà en moyenne 400 000 euros sur la carrière de pension. Tel pas que la réforme de 2019 était pour les jeunes, c'est ce qu'on disait, comme aujourd'hui. Et si le système n'est plus viable financièrement, chers collègues, eh bien, de nouvelles recettes doivent être créées. C'est logique. Et les syndicats ont formulé toute une série de réflexions et de suggestions sur la manière dont cela pourrait se dérouler à long terme. Ça, c'est responsable. Ça, c'est une approche sérieuse. Mais je peux vous dire que ce que fait le patronat, ça, c'est complètement et totalement irresponsable. Ils refusent même de discuter uniquement de l'augmentation de cotisation ou d'autres revenus et souhaitent réduire encore les retraites de 30 %. Et cela pour qu'après les jeunes investissent dans leurs assurances privées qui n'apportent pas grand-chose aux gens, mais qui remplissent simplement les poches des actionnaires. Et en outre, ils veulent réduire la participation directe de l'État au système de retraite de solidarité de droit public et détourner ainsi l'argent de l'État dans leurs poches et dans leur propre intérêt. Ils ne recherchent pas de solutions pour la grande majorité des gens, mais seulement pour les quelques happy few, comme on dit. Et plus nos assurances sociales représentent justement une grande partie de l'attractivité de ce pays. Cela semble toujours être oublié par l'employeur et ici c'est directement mis en jeu. Et ici aussi, on ne peut que constater, en parlant de modernisation, que les employeurs et les hommes politiques agissent totalement à rebours, rien à voir de l'économie moderne. Ils veulent catapulter les pensions de nos enfants au niveau de celles de nos grands-parents. Et une fois de plus, ils rêvent du siècle dernier, chers collègues. C'est irresponsable de monter les jeunes contre les vieux, juste pour semer la panique. Il est irresponsable de s'y opposer catégoriquement afin de créer davantage de revenus, d'utiliser également des chiffres falsifiés sur le niveau des retraites. Un système est sécurisé en le renforçant et certainement pas en l'affaiblissant. Et c'est exactement ce qui se fait au Luxembourg dans le dialogue social, avec les partenaires sociaux qui ont construit et développé le système pendant plus de 100 ans et qui en financent le fonctionnement et pas dans une pseudo-démocratie dangereuse que notre gouvernement opère ici. Je ne vais pas en parler de trop, mais leur campagne en ligne Schwarzmat, financée par 150 000 euros d'impôts ou plus,
devrait mettre de côté le véritable dialogue social, notre dialogue social. Et après, ce coup de feu était pleinement tiré et, dans le mauvais sens, les réponses, la majorité que le gouvernement fait tout sauf arranger, devrait être tout simplement ignoré. Ça ne va pas ça, chers collègues. Avec le GBL, il n'y aura pas de vol des retraites. Nous sommes également arrivés là à un moment de l'histoire où tout est en jeu. Tout est en jeu. Nous devons défendre par tous les moyens notre système de retraite solide, public et financé conjointement. C'est l'un des plus gros acquis des salariés. C'est au centre la question de la répartition. C'est pour nous et pour les générations futures qu'il faut le faire, pour le bien du pays, pour la paix sociale et en pleine responsabilité envers de tous ceux qui ont fait de notre sécurité sociale ce qu'elle est aujourd'hui. Un gouvernement qui n'a même pas été élu par un tiers des gens qui vivent et travaillent ici, qui n'ont pas perdu un mot sur la retraite avant les élections, qui lutte aujourd'hui de manière irrespectueuse contre les syndicats, qui est en train de démanteler le modèle social luxembourgeois, n'a absolument aucune légitimité pour détruire le contrat des générations, chers collègues. Nous ne le permettrons pas. Dans la discussion concernant la caisse de santé, il en va de même. Malheureusement, on mène une lutte plutôt contre les malades que contre les maladies. Et si nos caisses de santé ont un problème ou risquent d'être vides, ce n'est certainement pas par la faute des malades. Ils ne peuvent rien. Ils sont déjà suffisamment peinés. Et nous rappelons que la mission principale de la caisse de santé est de protéger les personnes malades et les soutenir. Et même ici, les nouvelles opportunités de financement ne devraient pas être tabou. Ici, surtout, il y a aussi une mesure solidaire de déplafonner les cotisations pour les prestations matérielles. Il s'agirait d'une mesure extrêmement solidaire car elle n'affecterait pas le secteur de l'économie où les salaires sont les plus bas. Un peu de solidarité par la place financière avec le commerce ou l'hôtellerie serait également quelque chose d'adéquat. Car là aussi, nous avons besoin de renforcer le système, un système qui doit continuer à être géré selon un système tripartite. Il ne devra pas être privatisé. Ici, les progrès médicaux sont là. C'est normal que cela coûte quelque chose. Il ne faut pas réfléchir de manière économique et faire des économies et réduire les coûts. La non-assistance à personne en danger, chers collègues. Chers collègues, les inégalités sont encore élevées au Luxembourg. Le premier acte officiel du gouvernement a immédiatement donné le ton. Malheureusement, c'est parti dans la mauvaise direction. On a commencé directement par une lutte, non pas contre la pauvreté, mais contre les plus pauvres, par une politique polémique contre les riches. En revanche, le plan de lutte contre la pauvreté, vraiment, attend toujours d'être vu. Alors que le risque de pauvreté ne cesse d'augmenter, en particulier pour les enfants, constat très triste, très élevé en comparaison internationale, mais une augmentation des allocations familiales semble être un tabou pour le gouvernement. Il faut que quelqu'un me l'explique. Je ne comprends pas. De plus, nous avons encore un retard dans l'ajustement des allocations familiales en raison des années de désindexation. Le fait qu'il soit aujourd'hui indexé est uniquement dû aux efforts inlassables de l'OGPL pour l'indexation et une adaptation des allocations familiales, mais le fait que les allocations familiales aient été de fait dévalorisées par cette désindexation au fil des années alors on a créé dans les poches des gens un trou qui doit être remboursé rétroactivement. La situation sociale au Luxembourg, c'est tellement détérioré ces dernières années que le Luxembourg est même désormais montré du doigt par la Commission européenne. Et même si, comme je l'ai dit, nous sommes actuellement dans une situation économique difficile, le Luxembourg se porte plutôt bien économiquement. Deuxième productivité d'Europe, deuxième bénéfice par employé, faible inflation, faible dette publique, etc. D'un point de vue social, par contre, la situation est différente. Nous avons désormais reçu le carton jaune de la Commission européenne. Dans son tableau de bord social composé de 17 indicateurs, le Luxembourg se classe 8 fois mal. 8 indicateurs sur 18 ne remplissent pas les attentes. C'est le troisième pire résultat en Europe.
Derrière nous, il y a juste encore la Roumanie et la Grèce. Il faut se poser des questions quand même. Et notamment aussi, chers collègues, cher gouvernement, quand est-ce que vous allez enfin vous réveiller? Quand est-ce que vous enfin entreprendre quelque chose? C'est inacceptable. Et un des grands problèmes dans cette question des inégalités et de la pauvreté est certainement lié aussi. Et je crois que ça suffit pour augmenter les marges des promoteurs. Manifestement, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de courage politique d'avoir vraiment des mesures tranchantes contre la spéculation. Mais le problème, c'est que le politique ne veut pas nuire aux copains. Cela pourrait gérer une mauvaise situation pour le prochain barbecue. Nous avons enfin besoin d'une taxation sérieuse des maisons et des terrains vides afin de lutter contre la spéculation. Il faut une législation en matière de loyer efficace pour protéger le loyer. L'État et les communes doivent investir massivement dans le logement social pour influencer les prix des loyers. Il s'agit aussi de l'avenir de notre jeunesse. Mais la jeunesse n'est pas invitée apparemment à la fête. Le problème du logement est beaucoup plus dramatique pour eux pour l'instant que le problème des retraites. Mais dans les prévisions de l'IGSS, le problème du logement peut être déjà résolu et on ne les invite plus. Mais contrairement à ce qui serait nécessaire, le gouvernement ne croit pas à réduire les investissements dans le logement abordable dans le budget pluriannuel des prochaines années. Aucune explication, aucun sens. Et chose effrayante, il en va de même pour la politique environnementale et climatique. À l'avenir, il faudra simplement y consacrer moins d'investissements que prévu. Un certain nombre d'aides sont supprimées. Les critères sociaux font encore et toujours défaut. M. Frieden dit que la politique environnementale doit permettre aux gens de s'amuser, non pas de les ennuyer. Mais ceux qui se moquent de la politique, c'est le ministre des Finances, la protection de l'environnement et du climat. Question centrale aussi pour l'OGBL. L'OGBL soutient pleinement les objectifs climatiques. La crise environnementale et climatique touche avant tout les personnes les plus vulnérables dans le monde entier, mais aussi au Luxembourg. Et les politiques dans ce domaine doivent être socialement justes. Ici, des coûts énormes nous attendent pour les années à venir. La politique de prime année ne doit pas conduire en aucun cas à encore plus d'injustice sociale. Il a été prouvé par de nombreuses études, également au Luxembourg d'ailleurs, que les riches et ceux qui ont les revenus les plus élevés sont de loin ceux qui polluent le plus. Et c'est donc aussi logique que ce soit eux qui payent le plus et non ceux qui ne peuvent de toute manière pas permettre de nouvelles technologies, car il n'y a toujours pas de préfinancement vraiment sérieux, plus de l'aide, et parce que le prêt climatique à taux zéro a été supprimé et parce que l'aide n'est pas suffisante pour les bas salaires. Et de notre côté, ceux qui ont de toute manière assez obtiendront également le cofinancement de la plus grosse Tesla. Le changement climatique nous a également atteint au Luxembourg. La plupart des citoyens et des représentants politiques l'ont compris. Et cela a également un impact négatif sur les conditions de travail. Ceux qui travaillent à l'extérieur, il faudrait une meilleure législation. C'est le rôle du droit du travail. Protéger les gens qui sont dans une relation de travail dont elles sont la partie la plus faible par un lien de subordination vis-à-vis du patron. Alors, cela devrait se faire. Il faudrait soit légiférer pour lutter contre la pseudo-indépendance des travailleurs de plateformes qui travaillent dans des conditions de travail précaires. On pourrait agir de manière tellement moderne. Il faudrait adapter le droit du travail à la numérisation de manière générale, le droit linguistique plus nombreux et meilleur, un droit à la formation continue sur lequel chacun peut s'appuyer. On a de très très bonnes propositions, mais non, le ministre du Travail préfère assouplir le droit du travail et pousser les syndicats sur le bord de la discussion. En parlant d'attaque, justement, j'en arrive à la dernière, la plus récente, de la part de M. Gloden. Après avoir d'abord milité contre les Hischotten, il est désormais s'opposer au droit de manifestation. On en a déjà parlé hier. C'est une question de démocratie, question de libre expression d'opinion, les droits et les libertés des syndicats. Ce projet de loi ici est vraiment une remise en question des droits démocratiques, des droits humains. Donc, on peut y détecter une certaine logique. On va attaquer les droits des personnes qui travaillent, des syndicats, et puis leur droit de se défendre. Et donc, la compréhension de la démocratie du gouvernement semble aller en ce sens. Pas avec nous, et il faut se défendre. Il
faut pas se laisser faire, chers collègues, aussi de toutes les organisations proches et dans un même état d'esprit. L'ensemble de la société civile doit se manifester. Ça, c'est inadmissible, chers collègues. Et je vais terminer avec une conclusion qui se reflète un petit peu dans tout ce qu'on a vu déjà hier et aujourd'hui. Nous vivons une nouvelle ère. Nous sommes dans un changement d'époque dans le monde entier. Nous assistons à un déplacement du pouvoir du côté de quelques-uns, quelques rares qui possèdent presque tout. C'est le cas de Trump, tout comme de Poutine, toutes les forces qui mènent les guerres et aussi des forces d'extrême droite en Europe. On a eu de bonnes explications, mais c'est également le cas de toutes les forces en Europe qui se laissent dicter leur politique par le patronat. Là aussi, c'est le même phénomène. Et un gouvernement qui s'avoue ouvertement du côté du patronat, où le Premier ministre s'appelle lui-même CEO ou PDG, et l'usage des paroles des représentants de l'UL et des ministres est identique. Same storytelling, même narration, on dirait. Et nous sommes de l'autre côté, du côté des masses, pas sur celui des 1% des plus riches. Et comme déjà il y a 5 ans, nous luttons pour le plus grand nombre, pas pour quelques-uns. Not for the many, not for the few, but for the many. Pour le plus grand nombre, pas pour quelques-uns. Chers collègues, pour ceux qui ne possèdent pas le pouvoir de l'argent et du capital, mais la puissance d'ici du collectif, c'est aussi une question de redistribution dans les relations de force. Nous sommes arrivés à un tournant, à un turning point où c'est tout ou rien. On peut choisir de retourner vers le siècle dernier ou alors un progrès social vers l'avant, affaiblissement des syndicats et du salariat ou justice sociale. Enfin, on peut mener une politique autoritaire et les régimes totalitaires ou défendre la vraie démocratie. Et chers collègues, ce choix-là n'est pas une fatalité. C'est nous tous, tout un chacun ici, chacune de nous qui pouvons faire la différence et nous allons faire cette différence, chers collègues. Pour nos conventions collectives, pour notre pouvoir d'achat, pour nos retraites, pour des heures de travail réguliers, pour de bons soins de santé, pour un logement abordable, pour notre droit de manifester, pour nos droits et nos libertés dans leur ensemble, pour notre démocratie. Elle est en jeu également pour notre modèle social luxembourgeois. Tous ensemble à notre manifestation nationale du Front syndical OGBL et LCGB. Enregistrez-vous le 28 janvier en caractère grade à votre calendrier. Ça dépend de chacun de nous, chacune de nous. Nous avons besoin de ce même engagement, la même passion que nous avons apportée dans notre histoire. On est revenu à ce moment. Vive les actifs et les retraités, vive le GBL et vive le Front syndical. Je vous remercie.